Rhino est mort et je ne vais pas pleurer sur sa tombe. Eh bien moi je vous dirais que c'est tout simplement une insulte envers tous ceux qui se donnent de la peine de payer un loyer. Le fait de payer son loyer, le fait d'essayer modestement de se faire un avenir à sa mesure, paraît être quelque chose qui est un peu anodin. C'est sur ces principes-là que la Suisse est devenue ce qu'elle est à l'heure actuelle, que le travail est récompensé à son juste prix et que les gens peuvent se faire une place au soleil. Je pense que les politiques ont une responsabilité face à cette situation pour trouver une solution décente pour les habitants, une fois de plus, qui sont tous des citoyens genevois et qui ont les mêmes droits entre guillemets au logement que tous les autres. Nous estimons qu'il est en effet inadmissible qu'actuellement, en période de crise aiguë du logement, chacun le sait, on puisse évacuer une septantaine de personnes avec des enfants qui vont se retrouver à la rue et qui ne sauront pas où se reloger, et cela en allant vers l'hiver. La vraie violence et la spéculation, ce n'est pas des habitants qui résistent, je crois. Alors Rhino est le symbole de tout ça, et toucher à Rhino aujourd'hui, c'est effectivement prendre une lourde décision de priorité politique. C'est le primat très très brutal de la défense du droit des propriétaires et en l'occurrence des spéculateurs par rapport à d'autres droits qui sont à notre avis beaucoup plus importants. Et de ce point de vue-là, eh bien, on continuera à se battre jusqu'au bout avec les habitants de Rhino. Alors bon, la suite dans les prochaines semaines, on ne peut pas préjuger de l'issue, mais je crois qu'en tout cas il y a un capital, disons, réel de mobilisation possible qui devrait pouvoir faire barrage à cette décision d'évacuation. L'évacuation du squat genevois de Rhino au 22 novembre à 8h30. Le 22 qui tombe un mardi, les 70 occupants des lieux devront partir du boulevard des Philosophes. Une évacuation qui donne à réfléchir et pas qu'aux philosophes. Si Rhino ferme, c'est tout un symbole qui disparaît. Rhino, le plus vieux squat de Genève fermé, c'est une page de la vie communautaire qui est tournée. Alors faut-il préserver, sauver Rhino et des formes alternatives de logement, ou faut-il passer à autre chose? C'est bien la première fois depuis 17 ans que Rhino existe qu'on reçoit un ordre d'évacuation. On a déjà dû faire face à bien des menaces d'évacuation, mais je pense que celle-là est vraiment la plus tangible. Et j'ai bien peu d'espoir sur notre capacité à rebondir cette fois encore. Un peu d'insomnie, passablement. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Et oui, des soucis, mais encore pas mal d'optimisme parce que moi j'habite à Rhino depuis 9 ans et je suis dans des histoires de squat depuis 15 ans. Et avoir l'histoire de Rhino depuis 17, ça fait des tas de rebondissements. Pour moi je le vois un peu comme une partie d'échecs où on avance, ça recule et je pense qu'il y a encore une solution possible. Et puis tous nos efforts, jusqu'à ce que manifestement ça soit impossible, qu'il n'y ait plus de solution, tous nos efforts vont être consacrés à en rechercher une qui fasse gagner à tout le monde. En fin de compte, c'est la seule qu'on a toujours voulu.
déménagé 3 fois dans Rhino. Et à chaque fois, tu n'as pas besoin de déplacer la table à cuisine, ni le frigo, parce que tu arrives dans un nouvel espace, tu laisses derrière toi l'ancien, et tu arrives dans un nouvel espace et c'est déjà là. Tu amènes donc juste ton lit, tes habits, tes bouquins et... Ton mobilier est personnel pour ta chambre. Voilà. Ouais. On dit des fois que les squats c'est des endroits de non-droit, mais c'est pas vrai. C'est un endroit de non-droit officiel, mais il y a des règles qui se développent, en tout cas. Et des règles qui sont pragmatiques. Où on est confronté à l'impératif que ça doit marcher, que la vie en commun doit marcher, parce que finalement, il n'y a pas de, on ne peut pas arriver dans un endroit comme ça et puis chercher à tout démolir, ça ne fonctionne pas. Automatiquement, il y a un esprit de communauté qui crée ces règles, juste pour des raisons de survie très, très basiques. Je suis arrivé là un peu par hasard et pas forcément conduit par des idéaux politiques ou autres. Et puis petit à petit, j'ai appris à comprendre ce qu'était Rhino, ce qui étaient les gens qui étaient là, et pourquoi on était là. Et du coup, je me suis investi aussi ici, à ma façon, notamment avec le bistroquet, mais aussi en manifestant, etc., en participant à des réunions et autres. Il y a toujours eu un turnover assez important et je pense que c'est positif pour Rhino. Cependant, c'est aussi difficile à gérer parce qu'il faut expliquer sans cesse le pourquoi du comment, persuader que oui, on a déjà essayé une solution ou une autre et que ça n'a pas marché et que c'est peut-être pas la peine de réitérer l'expérience pour la énième fois. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir qu'au départ, c'était une classe d'étudiants des arts déco qui a créé ça, donc il y avait une certaine fougue, une certaine jeunesse, une certaine pétillance qui, disons, qui a évolué avec le temps, peut-être simplement. J'ai une chambre ici, mais où j'habite qu'à moitié, parce que l'autre moitié du temps, je passe avec les enfants dans leur appartement qu'on partage avec leur père. Quel genre de cohabitation on a, ça dépend bien sûr de toutes les personnes qui viennent ensemble là. Et puis il y a de toute manière toujours des hiérarchies qui s'installent, qui sont après liées au fait de comment chacun a vécu et puis qu'est-ce qu'il amène et qu'est-ce qu'il a envie de vivre. Puis si on se retrouve à plusieurs, puis il y a des choses à partager, et puis qu'on a envie de vivre une vie de fausse famille, ça peut être très intéressant. Là je vois dans cet appartement, ça va très très bien. Bon, moi je suis aussi là seulement à mi-temps, donc je ne vois peut-être pas tout ce qui ne va pas, ou je ne suis peut-être pas non plus suffisamment là pour apporter de l'aide à toutes sortes de choses qui sont liées à l'entretien d'un appartement. Mais dans les moments où je suis là, ou quand je vois comment les gens fonctionnent, mais on a aussi un intérêt partagé, que toutes les personnes qui habitent là en ce moment sont quelque part liées à la cave 12, ou s'intéressent à la programmation, ou sont dans des projets musicaux, ou font partie quelque part de ça. Et ça, bien sûr, ça aide. D'avoir autre chose à partager que seulement le pain, le frigo, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Ici, on a un document qui a été produit par les propriétaires dans la procédure d'évacuation, qui est assez intéressant en fait. C'est une planification de l'évacuation du squat Rhino. Bon, vous voyez, c'est assez volumineux, hein, ça fait une vingtaine de pages avec des plans d'intervention. En fait, c'est une véritable stratégie de combat dans lequel on voit que les propriétaires avaient prévu de construire des palissades tout autour de Rhino, de bloquer toutes les portes extérieures, de bloquer toutes les fenêtres,
et de faire intervenir la police par l'intérieur, par le jardin intérieur, pour être à l'abri des regards du public et puis à l'abri des manifestations de sympathisants qui n'allaient pas manquer de se produire. Plus que jamais créer des comités d'action. Avant tout créer des comités d'action. Victoire grâce au comité d'action. Avez-vous votre comité d'action? Sinon, créez votre comité d'action. Rhino a connu beaucoup de situations très difficiles. Ce n'est pas la première situation d'évacuation. Je dirais qu'il faut rester optimiste, il faut rester combatif, il faut se montrer, il faut faire des actions dans le style Rhino, être présent comme on le fait aujourd'hui au marché Opus, et d'aller jusqu'au bout de cette histoire, de montrer que, oui, je reste assez positif, je pense qu'il y a toujours une solution pour sortir les immeubles de Rhino du marché spéculatif. Genève est une ville assez froide, assez dure, et ces soupapes, comme des lieux comme Artemis, comme Rhino, comme la parfumerie, comme d'autres endroits, sont des lieux de vie extrêmement importants, plus informels, plus marginaux, qui permettent à la population de trouver d'autres valeurs et de se reconnaître. Et je pense que si on fait disparaître ces lieux, on va en souffrir énormément. Et je pense que politiquement, c'est une erreur énorme, parce que ce n'est pas un énorme enjeu économique, un lieu comme ça. Et Rhino est un lieu qui abrite beaucoup de monde. Maintenant, ils vont sous le prétexte de loger des gens, mais il va y avoir moins de gens qui vont être logés dans cet espace. On a vu les loyers, ils disent que c'est des loyers bon marché, mais ils sont absolument déconnectés par rapport à la réalité de certaines franges de la population. Parce que quand ils disent un loyer bon marché qui est entre 1000 et 2000 francs, ce n'est pas bon marché pour des gens, pour des artistes ou pour des étudiants, c'est impossible. Il faut savoir ce qu'on est, quoi. On est des squatteurs. Bon, on n'a pas réussi à légaliser la situation. Maintenant, le propriétaire, il reprend son bien. À la limite, idéologiquement, c'est défendable, il a raison. Et voilà, on n'a pas de chance d'être tombé sur un propriétaire aussi con. Je crois que ça, on peut le dire, quoi. C'est tout, aussi fermé. Mais voilà, ça ne marche pas avec lui et avec son bâtiment. Eh ben, trouvons un autre propriétaire, un autre bâtiment, et puis relançons le projet, quoi. Avec la crise actuelle, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas trouver de logement, quoi. Tous les permis B et tout, moi quand je cherchais mon appartement il y a 2 ans, je voyais bien que dans les régies, tu vois toujours les mêmes personnes qui en plus parlent mal le français. Et quand toi tu vois le nombre d'offres, enfin de dossiers que tu te fais refuser, tu te dis que ces gens-là, ils n'y arriveront jamais. Ils n'auront jamais un logement à Genève. Ils peuvent chercher pendant 10 ans. Dans 10 ans, ils sont toujours en train de chercher un logement. Parce que leurs garanties salariales sont trop basses, parce que justement, ce n'est pas des Suisses. Donc de toute façon, ils sont toujours en bas de la liste. Le droit au logement, il est prévu par la Constitution. Donc, a priori, en principe, tout le monde a le droit de se loger. Mais concrètement, rien n'est fait ou peu de choses sont faites dans la loi pour aider les gens à conserver leur logement. Donc c'est vrai que l'attitude du squat, elle n'est pas prévue par la loi, elle n'est pas cautionnée, elle n'est pas soutenue. Les squatteurs sont vus comme des hors-la-loi, comme des criminels en fait. Et alors qu'en fait, ils ne font que d'essayer de
conserver leurs droits, ils font leur droit au logement. Ils essayent de défendre leur droit au logement et pour ça, on les considère comme des délinquants. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que la loi, elle défend parfois les faibles, elle défend parfois les forts, enfin, c'est très variable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup de lacunes et puis et il faut savoir s'y glisser en fait. Pour faire avancer la loi, il faut se glisser dans les failles jusqu'à les faire éclater. Pour moi, Rhino, c'est une faille de la loi et puis les habitants de Rhino sont des gens qui ont eu le courage de se glisser dans la faille pour essayer de la faire éclater. Pour Rhino, le squat, c'était un moyen d'action et pas une finalité. C'est ça qui nous sépare peut-être de pas mal d'autres endroits qui ont été occupés. Ils ont été occupés au nom ils ont utilisé le même moyen que nous. C'est-à-dire les autres maisons, tout le monde squatte, mais Rhino a occupé cet espace dans un but bien précis, qui a déjà d'ailleurs été déclaré dès le début, c'est obtenir un bail associatif. Alors un bail associatif, c'est en fait, c'est comme un bail individuel, mais sauf qu'au lieu que le bail soit contracté entre le bailleur, enfin le propriétaire et le locataire, il se fait entre le propriétaire et un groupe. J'habite à l'îlot, donc l'îlot 13 qui se trouve derrière la gare, qui est un groupe d'une dizaine d'immeubles mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des coopératives, il y a des bails associatifs, enfin, il y a des maisons qui sont en train de réaliser leur projet de bail associatif, donc qui étaient des anciens squats. Enfin, il y a des propriétés par étage, il y a des immeubles de la ville. Donc, en fait, si on veut, l'îlot, c'est un peu le futur, ou l'avenir qu'on souhaite à Rhino. C'est très dur de les développer, ces alternatives, si la propriété en question, l'endroit où on veut faire ce projet, est une propriété privée. C'est très dur. Il y a eu l'exemple de l'îlot 13 où il y a quand même des bâtiments qui ont réussi à être conservés. Il y a eu un échange de parcelles. C'est-à-dire que la collectivité a échangé une de ses parcelles contre les parcelles de l'îlot 13 pour conserver cet endroit. Ici, le propriétaire n'a pas voulu entendre parler de cette alternative, cette solution pour préserver Rhino. On lui a fait des offres financières qui sont quand même assez généreuses, enfin qui lui permettent de ne pas perdre d'argent, mais finalement c'est pas assez quoi. Alors ce qui est assez amusant dans l'histoire juridique de Rhino, c'est que les locaux ont été occupés le 9 novembre 1988, donc ça fait déjà très longtemps. Le lendemain de l'occupation, les propriétaires ont déposé plainte et le procureur général de l'époque a pris un avis d'évacuation, a pris une ordonnance d'évacuation. Donc depuis le 10 novembre 1988, il y a un ordre d'évacuation suspendu sur la tête de Rhino. Ce qui est étrange et inhabituel, c'est que le procureur général a rédigé cette ordonnance, il l'a envoyée au chef de la police, mais en même temps il a décroché son téléphone et il a dit au chef de la police « N'exécutez pas cette ordonnance, sauf si le Conseil d'État est d'accord ». Et ce qui s'est passé, c'est que le Conseil d'État n'a pas été d'accord. Le jour suivant, le Conseil d'État s'est réuni et il a dit on n'exécutera pas cette ordonnance d'évacuation puisque de toute façon les immeubles sont vides, il n'y a aucun projet de rénovation, aucun projet de reconstruction. Donc autant que ça serve à quelque chose, les habitants, les squatteurs pourront rester. Les 70 occupants du squat ont un mois pour faire leur bagage. À l'approche de l'hiver et dans un contexte de crise du logement, la décision choque. D'ici le 22 novembre, 8h30, les habitants de Rhino vont poursuivre. Il faut savoir que dès la création de Rhino, un appartement a été dévolu à un lieu commun pour Rhino. Et il se trouve que ça a été un appartement du rez-de-chaussée du 24, dont on a abattu une ou deux cloisons et qui s'est trouvé être le lieu de réunion, le lieu de palabre, etc. Je viens très souvent manger au bistrot, je pense plus ou moins 3 fois par semaine.
parce que je ne travaille pas très loin d'ici. Et c'est proche de mon travail et c'est très agréable de manger ici. Et c'est une ambiance plutôt pas compliquée, tu es comme à la maison en fait. Tu peux venir, tu te sers. C'est notre cantine, j'habite à Rino depuis 5 ans. Et on rencontre des gens, on rencontre du monde, nos cohabitants. C'est tout près de là où je travaille et puis c'est aussi près de l'Uni. Donc déjà depuis quelques années, depuis que je suis étudiante, je viens manger ici. C'est un peu ma cantine, mais un peu plus conviviale que les cafétérias d'université. Puis bon, aussi le fait que ce soit un squat, c'est aussi, ça rend aussi les repas un peu meilleur marché. C'est un endroit où il y a de la place, où on est bien, l'ambiance est bonne, la musique est bonne, on mange bien. Et puis c'est aussi le plaisir de soutenir une action qui est plutôt sympathique. C'est la première fois que je viens avec mon papa et mon frère. La salade, le gâteau et la soupe. C'est bien, on mange bien, il y a une bonne ambiance et puis il y a de la bonne musique. Tout était bon. C'est pas un restaurant comme les autres parce que c'est nous qui devons mettre la table, la débarrasser, plein de choses comme ça. Moi je fais aussi autre chose ici, je viens pour parfois des concerts, écouter les concerts, où j'ai déjà organisé 2 concerts ici. C'est aussi une manière très facile à organiser quelque chose. Ils ont une petite infrastructure qui permet d'organiser avec peu de moyens quand même des bonnes soirées, des bonnes fêtes. Les gens les accueillent bien ici, ouais, ils peuvent vivre un petit peu l'ambiance de ce squat. Et oui, squat unique, hein, je veux dire, il y a une réputation hors Suisse. Pas que je fais la cuisine, j'ai l'opportunité d'organiser des fêtes romaines et ça c'est super, avec des groupes de gitans qui chantent, ils aiment bien faire la fête, danser. C'est ma formation, je suis artiste, si je peux le dire comme ça. J'ai fini en Roumanie l'Université de théologie orthodoxe, section restauration. Alors j'ai fait des icônes sur verre, sur bois. J'ai un projet que j'aimerais bien, que je trouve que ça va très bien ici, un projet des icônes sur verre, mais qui implique cet endroit, bistrot, et aussi les habitants de Rino. Au fil de 4 ans, les relations ont été très très différentes. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée à faire un jardin au 3e étage dans les escaliers avec ma voisine de palier. Et le couloir entre les 2 appartements est devenu une sorte de salon d'été. Voilà, donc on avait des relations très variables, quoi. Donc dans le particulier, dans le spécifique, il faudrait rentrer dans les détails, mais je dois dire que c'était il y avait beaucoup de respect. C'était ça qui était intéressant en fait. Il y avait un tel, il vivait comme ça, bon ben voilà, c'est sa manière de vivre, ok. Un autre ne payait pas les cotisations, ben voilà, c'est sa manière de vivre. Évidemment, l'association faisait tout le temps des appels à cette personne, etc. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant dans un lieu commun qui est comme celui-ci, où, puisque c'est un squat, où la règle peut être aussi cassée. Et c'est là donner à la chose l'obligation de parler de l'autre, de le prendre en considération dans ses revendications, dans sa manière de se positionner. Tu vois. Donc ça, c'était avec tous les autres appartements, avec toutes les autres personnes avec lesquelles je pouvais avoir des relations de sympathie ou d'antipathie, d'indifférence ou d'intimité, peu importe. Le milieu squat permettait à l'époque de très vite connaître et rentrer en contact avec plein d'autres travailleurs du même milieu. Cela a été un grand avantage. Et puis, il y avait même des avantages tout bêtement pratiques. Je veux dire, moi, j'ai stocké à l'époque le décor de mes spectacles dans la cave de Rino. C'était vraiment pratique. Il y avait, avec plusieurs personnes, j'ai répété tout en haut du grenier. Voilà, c'était un lieu qui était souple même à ce niveau-là. Rino, avec tout ce qui sont les institutions artistiques, que ce soit
le théâtre comme les festivals de musique ou autres. Je pense que c'est plutôt une relation très, très riche et qui a permis aussi bien à des compagnies théâtrales, aussi bien à des institutions théâtrales, de dialoguer avec des artistes qu'ils n'avaient peut-être pas le moyen d'héberger. Et puis Rino a toujours tendu une main. Et puis... Je travaille au théâtre de l'usine, je suis une des responsables. Et puis là, on a accueilli un groupe de musique qui s'appelle The Kift, qui vient de Hollande. Et donc, il y avait 10 personnes sur scène, plus 6 personnes qui venaient autour, donc techniciens, managers, copains, copines. Et donc, comme il faut loger ces 16 personnes, et puis que nous, on n'a pas les moyens de les loger à l'hôtel, et que aussi, on pense que c'est beaucoup plus sympathique de loger les musiciens ici, enfin à Rino. Donc voilà, je suis là parce que on a fait le petit déjeuner, on a rangé, enfin voilà, donc Nous avons joué à la Cave 12, je pense à 1989 pour la première fois. Le studio de The Kift est notre centre, notre bureau. C'est dans une squat en Hollande aussi. C'est une maison pas si grande comme ici, mais c'est aussi un bel endroit pour travailler. Et nous travaillons là, mais ici, là aussi, c'est une maison où les gens habitent et travaillent. In Amsterdam, you had a lot of squats, and you had a lot of people who were involved with squatting. Ils organisent des concerts. Il y avait beaucoup de vivre. C'était vivant. La scène, c'était vivant. Ah, c'est lui. Alors on est dans une cave de Rino, et cet endroit s'appelle la cave 12. Il a été aménagé en espace de concert peu de temps après l'occupation. C'est un lieu principalement dévolu à toutes les musiques qu'on appelle expérimentales, mais c'est un terme générique qui veut tout dire et rien dire. Donc ça englobe les musiques électroniques, les musiques acoustiques, des concerts plus rock, des concerts d'improvisation.
En étant à 2 semaines de l'évacuation, nous on continue. Il y a énormément de concerts qui sont prévus et programmés. Après, avec les musiciens qui sont censés venir, ils sont tous au courant de la situation ici. Il y a des concerts qui sont prévus 2 jours après la date fatidique. Les musiciens sont prêts à venir, à jouer dans la rue s'il le faut. Donc c'est le flou, mais on continue, on est là et on sera là jusqu'au bout. Débat récurrent dans cette enceinte que la question de Rhino, de cette zone finalement de non-droit qui existe maintenant depuis de nombreuses années dans notre centre-ville, en violation manifeste d'un droit fondamental qui est le droit de la propriété. Le propriétaire a décidé de garder les moyens légaux et il a attendu 15 ans pour faire respecter son bon droit. Il n'y a pas eu un propriétaire. Cet immeuble a été complètement abandonné à des fins spéculatives pendant des années. Les propriétaires se sont succédés les uns après les autres. Nous avons au bout du parcours M. Schröder, la société Fergel SA, mais c'est au terme d'un processus spéculatif absolument invraisemblable. L'initiative, c'était que la ville devienne propriétaire des locaux dans lesquels les habitants de Rhino habitent, les 2 immeubles. Donc pour ça, il fallait que les propriétaires actuels soient expropriés, et ainsi la ville aurait pu remettre les locaux en droit de superficie à la coopérative Rhino. Il y a d'autres cas, par exemple, le Grand Conseil a récemment créé un terrain pour les gens du voyage à Genève en expropriant des gens en disant il est d'intérêt public que les gens du voyage puissent avoir des terrains où se loger. Donc il y a quand même des précédents, des cas où on voit que l'État peut exproprier pour construire des logements, pour permettre à des gens d'habiter. Donc ça ne vient pas de nulle part, disons, il y a quand même un historique de cas plus ou moins semblables, similaires. Je vous annonce 11 807. 11 807. Bravo! Rhino, on est très content de l'aboutissement de l'initiative. On a surtout soutenu, nous, le côté culturel de l'expérience de Rhino. Jean-Luc Godard disait c'est la marge qui tient les pages du livre. Et là, on voit vraiment qu'il y a une expérience avec une utopie, avec quelque chose qui a été expérimental. Il y a eu beaucoup de musique expérimentale à Rhino, à la Cave 12. Il y a eu énormément de choses au niveau visuel. La communication qu'a fait Rhino pour nous est un lieu de création. Et on a envie de garder Rhino comme quelque chose, je dirais presque un objet artistique, comme quelque chose de très particulier. C'est une expérience vivante. Et c'est cette chose-là qui nous permet d'avoir encore des utopies dans notre ville, qui donne une certaine respiration. Je crois que c'est important de réaffirmer que Rhino ne faisait pas une lutte anti-propriétaire, faisait plutôt une lutte positive de conserver ce logement-là, cet endroit avec cette expérience et les personnes qui y vivent, et que les propriétaires auraient tout à fait pu négocier, aussi bien avec la ville qui était prête à négocier qu'avec l'association Rhino qui avait des fonds propres, pour finalement trouver aussi son compte et permettre une sortie honorable pour tout le monde. Une fois supprimées toutes les lois qui punissent le vol, une certaine catégorie de gens continuerait cependant, ou commencerait, à traiter la propriété comme un tabou. Et cette catégorie commencerait, ou continuerait, à être prépondérante.
Mais il n'est pas seulement nécessaire de détruire le préjugé qui limite les moyens par lesquels un homme doué d'appétit peut s'emparer de la propriété du voisin. Il faut supprimer la propriété elle-même. Et cela à défaut d'autres arguments, parce qu'à partir d'un certain moment, il n'a plus été possible de mettre les gens doués d'appétit d'accord sur les susdits moyens. Le vol est injuste, ça va. Mais le vol n'est pas toujours injuste, ça va. Mais nous ne savons pas quand il est injuste, ça ne va plus. Donc moi j'ai pris connaissance de l'expulsion, de la vie d'expulsion de Rino en revenant de voyage de noces. Je m'étais marié le vendredi précédent au Bistrock et en revenant il y avait une pile de journaux sur la table de ma cuisine et en les feuilletant j'ai découvert que le procureur général avait ordonné l'évacuation. En prenant contact avec les habitants de Rino, je me suis dit il y a des choses bizarres, notamment le fait que l'ordonnance n'avait pas été communiquée aux habitants alors que c'est élémentaire que quand on prend une décision, il faut la communiquer aux personnes qu'elle concerne. Donc petit à petit, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui avaient l'air de ne pas jouer dans cette ordonnance et j'ai été à l'Assemblée générale des habitants pour leur expliquer ceci. Ils ont été très contents de me confier le mandat de déposer un recours de droit public au tribunal fédéral. J'ai beaucoup insisté sur le fait que, justement, il faut un jugement pour expulser quelqu'un de son logement. Ça me paraît fondamental que dans un état de droit, on ne peut pas expulser quelqu'un de son logement sans jugement. Donc le recours a été déposé 15 jours exactement avant la date prévue de l'évacuation. C'est une page de la vie communautaire qui est tournée, alors faut-il préserver, sauver Rino et des formes alternatives de logement, faut-il passer à autre chose et ranger les squats à l'histoire ancienne? Rino, chronique d'une mort annoncée ou avec lui la fin d'un mouvement, à vous de nous le dire, défendre ou non la défense des occupants de Rino ou des squatteurs d'ici et d'ailleurs. En tout cas jusqu'au 22 novembre, on pourra lire sur la façade de l'immeuble Rino, résistons avec nos plus belles chaussures. On attend vos appels 0840. Alors voilà, on a une autorisation de la police pour la manif de 14h30 à 17h. 17h, retour Rino. La seule modification, c'est le retour place 9, mais ça, bon, on en a parlé mardi dernier. On va commencer la manif dehors. Plus de 1500 personnes aujourd'hui dans les rues de Genève pour soutenir le squat Rino, l'un des plus anciens de la ville, qui devra fermer dans 2 semaines. L'histoire des squatters, version moderne, remonte à plus longtemps que 20 ans. Elle commence à Genève sous cette forme, grosso modo, grotte, au début des années 70, et continue, bon an, mal an, avec une accélération dans les années 80, à un moment où sa légitimité s'inscrit dans la lutte contre la spéculation immobilière. Donc votre combat de squatter est un combat de tout le monde contre la manière dont on soumet la question du logement aux seuls impératifs du profit. Le squat et toutes les formes qui existent en parallèle au squat, et Guillaume en faisait référence avec les coopératives ou d'autres types de logements, eh bien ces espaces permettent une soupape dans une cité. Et nous savons que lorsqu'il n'y a plus de soupape et où les gens ne peuvent plus trouver une forme de marginalité, une certaine marge, eh bien ça pète. Nous voyons bien ce qui se passe au Topos à Zurich, et toutes les incidences de Zurich-Brest et les drames qui se sont passés, sans compter que tout le mouvement
qui tournait autour de la Roté-Fabrique et des mouvements squats a été tellement criminalisé qu'il y a après eu l'émergence de scènes terribles, on peut penser au Layton, et à toute une population qui a été complètement déstabilisée et puis qui s'est retrouvée dans des scènes de la drogue assez effroyables. Un peu le même phénomène qu'on a pu retrouver à Berne et à Genève, on a su l'éviter par l'intelligence, ça a été évoqué tout à l'heure, de certains politiques, et également, je pense, aussi par la volonté de ne pas en découdre directement avec la police. Il faut quand même se dire ce qui est, c'est que tout à l'heure on parlait justement de est-ce que ce modèle genevois intéressant va survivre ou pas. Il faut quand même, si on regarde un peu dans l'ensemble de ce qui se passe dans l'Europe et dans le monde, il faut bien se dire on est face à une offensive qui veut justement, ils ne veulent pas d'un capitalisme à visage humain, si vous voulez, ils veulent un capitalisme à visage inhumain, et c'est très clair. Et puis, ils sont en train d'attaquer les squats, mais ils sont aussi en train d'attaquer l'assurance chômage, l'AI, etc., etc. Les maisons occupées à ceux qui les habitent. Et voilà seulement pour Rhino. C'est le Madison. Oui. Du son pour le Madison. Je vous rappelle que les promoteurs immobiliers, sans qu'on n'ait jamais vraiment su qui ils étaient, ont tenté de mettre le feu à de nombreux immeubles à Genève qu'ils voulaient démolir et sur lesquels le patrimoine et les défenseurs du patrimoine, qui est un mouvement lié aux squatters d'une manière ou d'une autre, ont tenté de mettre l'embargo. Eh bien, ces incendies criminels n'ont jamais été élucidés, mais ils ont cessé après des victoires remportées par la défense du patrimoine. Mais quand on pense aux incendies du Métropole, du Palais Wilson, du Palais Hénard, du Vallon, enfin, je peux vous en citer une vingtaine qui ont brûlé avec des feux soi-disant accidentels, mais d'une manière tellement systématique. Et quand on a voulu faire une émission de TV sur ça, au moment du tournage, on a été interdit de tournage par la police, qui a refusé et qui a demandé aux pompiers de ne pas participer parce qu'il y avait des preuves absolument incroyables de ces incendies criminels. Et c'était une arme de guerre des promoteurs immobiliers pour en finir avec les immeubles qu'ils voulaient démolir. On peut faire des ateliers, des espaces pour les créateurs, on peut mettre à disposition des espaces, il suffit de le vouloir. Regardez ce qu'on fait avec les zones industrielles où on sort les terrains du marché et on loue à très bas prix des espaces pour construire, pour les entreprises, dont profitent les Rolex et autres grandes entreprises. Pourquoi ne pas ajuster une offre de ce genre à la population que vous représentez, que représentent les gens qui n'ont pas de gains importants de leurs activités, mais qui ont une contribution importante, symbolique, culturelle à la population. Les squats ont eu un énorme rôle. Ça a aussi permis de créer tout un réseau de sorties qui étaient hors du marché aussi. Les gens qui ont réalisé l'occupation du Grutli, ils ont fini par convaincre la ville de faire de cette école qui devait être démolie un lieu d'accueil des institutions culturelles. Donc on a raison de squatter, on a raison d'affronter pas seulement la spéculation, mais le coût du loyer, c'est-à-dire de dire non, on peut faire des choses, mais sans coût du loyer. Donnez-nous de l'espace.
questa storia è il cuento real y auténtico. Ils sont venus défendre leur squat, le rhino et sa corne, une espèce en voie d'extinction. Aujourd'hui, c'était la manifestation de la dernière chance. Les squatteurs ont jusqu'au 22 novembre pour quitter les lieux. À Genève, le rhino, c'est un lieu d'habitation, mais surtout le symbole d'une vie alternative et communautaire. Quant à la justice, elle maintient son ordonnance d'évacuation, et ceci malgré une initiative populaire qui demande la sauvegarde des lieux. La mobilisation d'aujourd'hui redonne du courage aux habitants de Rhino qui espèrent toujours au miracle, celui de pouvoir sauver une expérience unique qui dure depuis 17 ans. On va maintenant à Genève où on revient sur le feuilleton Rhino. Alors les habitants du plus vieux squat de Genève ont obtenu gain de cause. Ils ont gagné en tout cas une manche. Ils ne seront pas expulsés durant l'hiver. La décision du tribunal administratif genevois n'inquiète pas. Alors le procureur général, il disait les habitants de Rhino causent un trouble à l'ordre public. Ils sont en flagrant délit d'une infraction qui est en train de se commettre. Donc, si je voulais, je pourrais tous les arrêter. Puisque je peux tous les arrêter, je peux logiquement au moins évacuer. La décision qu'on a reçue aujourd'hui du tribunal administratif confirme que, comme les immeubles sont habités depuis longtemps, il n'y a plus de trouble à l'ordre public et donc une simple ordonnance ne suffit pas pour évacuer les habitants de Rhino. Il faut un jugement. Alors, petit poème de Brecht encore. Ah oui, ceux qui espèrent. Qu'attendez-vous? Qu'on puisse causer avec les pigeons et que les insatiables vous laissent un os à ronger? Que les loups vous nourrissent au lieu de vous bouffer? Que les tigres, par amitié, vous invitent gentiment à leur arracher les dents? Voilà ce que vous attendez? Comme le demandait le tribunal fédéral, le procureur Zappelli a invité le chef de la police à suspendre l'évacuation des immeubles de Rhino. Une soixantaine d'habitants fait figure aujourd'hui d'un récit dans les poches de loi, mais pour combien de temps encore c'est le dossier. Une nouvelle victoire en effet, puisque le tribunal rouge au vent, Rhino en impôt sur le boulevard des philosophes. Dimanche, ses habitants fêteront 15 ans d'occupation. Comment expliquer une telle longévité où petit à petit le nombre de lieux squattés à Genève diminue? On en compte 64 contre 100 unités. Thank you.